envie de vous emmener en voyage. Dans les profondeurs de votre puissance, car être sur Terre aujourd'hui est un cadeau. C'est une main qui se tend pour réintégrer votre divinité, pour connecter à votre vérité. Tous les miracles sont à notre portée aujourd'hui. La croissance et la conscience sont accessibles maintenant. Shift You, c'est un espace pour les visionnaires qui relie évolution et nature. Merci de votre écoute. Bienvenue Johanna, bienvenue sur ce podcast. J'avais envie, depuis un certain temps d'échanger avec toi et il se trouve que le sujet de la parentalité est venu effectivement de manière parfaite et naturelle puisque c'est aussi un axe que tu développes beaucoup en ce moment. Et tu me disais juste avant en privé que c'était quelque chose dont tu ne parlais finalement pas beaucoup encore sur les réseaux et de manière générale. Donc c'était l'occasion. Bienvenue en tout cas. Merci de ton invitation. Et effectivement, c'est un sujet que j'aborde pas beaucoup parce que c'est un sujet qui malheureusement est touchy, qui peut vite basculer parce que tout le monde a un avis sur comment tu dois éduquer ton enfant. Alors que je trouve que c'est important de rappeler que qu'en fait chacun a des enfants et que du moment où il n'y a pas maltraitance, du moment où il n'y a pas difficultés à l'école, etc. En fait, je trouve que chacun doit pouvoir éduquer son enfant comme il pense être bon. Bien sûr, il y a des cadres à mettre en place. Je veux pas qu'on me fasse dire ce que j'ai pas dit. C'est-à-dire que, bien sûr, je suis pour que tous les enfants soient éduqués. Bien sûr, je suis pour le fait que tous les enfants aient accès à la santé. Enfin, toutes les bases, en fait, qui sont tout à fait logiques. Donc, effectivement, c'est un sujet que j'aborde pas souvent parce que on a tendance souvent à faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit sur ce sujet-là. Donc, je m'en garde en général. Mais je tiens à rappeler d'ailleurs que j'ai pas de diplôme de parentalité, que j'ai pas d'études dans ce sujet-là, mais que j'ai 3 enfants et que donc je ne peux parler que de ma propre expérience et de ce que j'ai pu voir au fur et à mesure des années. Ma plus grande a 7 ans et les jumeaux ont 4 ans. Donc ça fait 7 ans que j'expérimente diverses techniques, certaines qui ont marché, d'autres non. Ouais. Et du coup, ça m'a permis de me faire une idée sur le sujet. Voilà. Ouais, c'est effectivement toujours il y a quelque chose quand même effectivement en France ou même dans la société tu vois de toujours soutenir ses propos avec un diplôme avec voilà tout un tas de valises qui viennent derrière. Il y a l'expérience pure de simplement on vit, tu vois, je suis aussi maman, j'ai pas 3 enfants, j'ai une petite fille de 4 mois, mais voilà j'expérimente aussi cette maternité, cette parentalité et ce switch dans nos vies. Et je pense que il est aussi plus que temps qu'on se base sur l'expérience humaine, l'expérience des gens, les témoignages, les retours, l'expérimentation, pour pouvoir aussi aborder ces choses de manière tout à fait légitime en fait. Tu rappelles que tu n'as pas de diplôme en parentalité, mais bon, qui sont ceux qui en ont un? Est-ce qu'il y a des parents qui ont fait 10 ans d'études pour se préparer à ça? Sans doute, il y en a qui sont passionnés par ce sujet et ce sera aussi une carrière. Mais effectivement, on a cette légitimité de pouvoir approcher ces sujets avec une expérience humaine qui souvent d'ailleurs fait écho avec l'expérience de tellement d'autres personnes, parce que on traverse souvent les mêmes questionnements, les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes challenges à différents niveaux. Et évidemment, ce qui diffère, c'est la façon dont on y réagit, c'est la façon dont on choisit de mettre en place des outils où on expérimente quelque chose qui semble fonctionner pour un temps, en tout cas. Et puis on trouve aussi des moyens de vivre sereinement une parentalité. Donc là, c'est notre sujet, mais c'est valable pour tous les sujets de la vie. Et je pense que c'est ce qui nous amène aussi à cet échange aujourd'hui, c'est comment on fait pour transcender cette expérience, pour en tirer le meilleur pour soi et pour ses enfants. Et finalement, on a des portes qui s'ouvrent. Et alors, pour toi, on va en parler aussi. Et principalement, c'est
à la fois cette communication non violente dont tu parles, il y a aussi d'autres outils sans doute que tu as envie de partager. Euh, Quel a été le déclic finalement pour te dire, voilà, il me faut des outils ou comment s'est passée cette réflexion autour de comment je deviens finalement une mère qui a du sens pour toi. Ça veut pas dire la meilleure mère, ça veut dire une mère avec laquelle tu te sens bien. Tu vois, quand tu réfléchis à ton rôle de mère, tu te dis, bon, je fais ce qu'il y a de mieux finalement. Déjà, tu vois, ce matin, mon père, il m'a dit qu'il était super fier de moi en tant que maman. Et, euh, et je me suis posé la question aussi, moi, à me dire comment je me sens en tant que maman. Est-ce que je suis la mère, tu sais, que j'avais toujours rêvé d'être alors, pas du tout. Néanmoins, est-ce que je suis fière de moi en tant que mère? Ouais, énormément. Parce que tous les jours, je pense que c'est le propre de toute personne qui est parent, tous les jours, je me dis, ah, est-ce que j'aurais pas pu faire mieux ça et ça? Bien sûr que si. Parce que je veux dire, on est des êtres humains, que notre émotionnel fait que certaines fois, on va pas embrasser une situation avec sérénité, bienveillance et amour, et on va l'embrasser avec nos émotions, parce qu'on est des êtres humains. Donc oui, ça m'arrive le soir de me dire, ah, j'aurais peut-être dû expliquer ça d'une autre façon, de le dire plus posément, etc. Donc bien sûr, je me questionne comme tout parent à savoir si j'ai bien fait. Néanmoins, quand je me pose la question, est-ce que j'ai fait de mon mieux? La réponse est toujours oui. Hmm. Et je pense que c'est un des points principaux. Et à ta question, à quel moment je me suis dit qu'il me fallait des outils? Je me suis jamais dit Hmm. ça. En fait, quand ma fille allait arriver, déjà avec Claire Audience, je savais qu'elle allait arriver. Je l'attendais comme le Messie, tu vois, où en fait je voulais son arrivée et que je parlais avec elle avant qu'elle arrive. Donc il y avait vraiment ce truc, cette proximité et je vais dire qu'on est fusionnel, si je vais employer le mot parce que c'est le mot qui est quand même adéquat. On s'aime autant qu'on vient se citronner Hmm. l'une et l'autre. C'est pas la même relation avec mes fils, tu vois. Il y a pas, je pense que le côté mère-fille, c'est Ouais. vraiment hyper particulier. Et, euh, et en fait, je me suis jamais dit qu'il me fallait des outils, mais du moment où elle a été dans mon ventre, j'ai toujours commencé à lui parler. Je me suis jamais dit que moi, mon enfant, c'est un enfant. Je me suis toujours dit que c'était une petite personne. Et d'ailleurs, Ouais. mes enfants, je les appelle des petites personnes. Parce qu'en fait, pour moi, c'est pas un enfant qui pige rien. Tu vois, comme souvent, on a tendance à les mettre, oui, mais ça sert à rien de lui expliquer ça, il comprend pas, ça sert à rien de lui expliquer ça, hein. Ouais. Et j'ai toujours tenu à, tu vois, quand j'étais enfant, j'avais une conscience qui était ce qu'elle était. Et ça m'a toujours frustrée. Ces adultes qui me disaient, tu peux pas comprendre ou tu comprendras plus tard. Je me suis toujours dit, mais oh, c'est pas possible, c'est ces adultes qui m'expliquent jamais rien et qui me traitent comme si j'étais la dernière des demeurés, tu vois. Donc je me suis toujours dit, je veux pas faire ça à mes enfants. Je veux leur donner l'opportunité d'avoir ce que moi j'ai pas eu, c'est-à-dire de la compréhension. J'ai fait l'erreur quand ma fille est née, dont ma fille a 7 ans, mes filles sont 4 ans, donc il y a 3 ans où elle était toute seule. J'ai fait l'erreur de confondre explication, enfin compréhension et explication slash justification. C'est-à-dire que elle, pendant 3 ans, je lui ai appris euh, à chaque fois qu'elle me demandait et pourquoi. Eh ben, je lui répondais tout le temps. Pourquoi? Parce que ça. Ouais. Donc pendant 3 ans, elle a pris le pli de toute explication, mais due. C'est-à-dire que en fait, si tu m'expliques pas, je fais pas. Hmm. Et je pense, tu vois, c'est ma propre façon de voir les choses, et je dis pas du tout que c'est la vérité. Je pense que c'est là que sont les limites de l'éducation bienveillante, où en fait tu bascules dans l'enfant roi, l'enfant à qui tu dois tout, en fait, et qui, si tu lui expliques pas, ne fait pas. Et en fait, je pense que quand t'as qu'un enfant, tu peux potentiellement te permettre de prendre le temps de tout expliquer. Mais quand on a trois, Hmm. quand les trois te disent, si tu m'expliques pas pourquoi je dois pas traverser la route maintenant, eh ben je la traverse. Ben, tu peux pas te permettre. Ouais. En fait, il y a une limite, je trouve, à ce truc de je veux t'expliquer parce que j'ai envie que tu puisses comprendre le monde et je suis ton accompagnateur de vie, donc je suis là pour t'expliquer
ce que tu peux comprendre. En fait, je suis là pour t'expliquer tout ce que moi j'ai pu comprendre. Si je suis en capacité de t'amener une compréhension, je vais le faire. Mais pour autant, on a amené une limite avec mon conjoint à, ben en fait, quand je te dis de pas traverser la route, tu me demandes pas pourquoi. Ouais, C'est-à-dire que si je te dis de pas le faire, tu le fais pas et ouais, t'écoutes parce qu'en fait, il y a ta vie qui est mise en danger. Et on a réussi avec le temps. Donc, tu vois, je me suis pas posé la question de me dire comment je vais faire. En fait, j'ai dû adapter au fur et à mesure en me disant, bon, je vois bien que d'être toujours dans l'explication, ça amène, tu me dois une explication. D'être toujours dans le je t'explique pas et tu fais, ben, ça amène une soumission d'enfance, chose qu'on voulait pas du tout non mm. plus. Donc, on a dû euh, arriver à trouver un juste milieu entre ce truc de on t'explique quand on est dans une situation sécure, D'urgence, on ouais, est en capacité de pouvoir ouais, t'expliquer. ouais, Et à contrario, quand on est dans une situation d'urgence, il faut que tu apprennes ouais, que si on te demande quelque chose, c'est pas pour t'embêter, c'est parce qu'en fait, il y a lieu de te demander de le faire et que si tu le fais pas, c'est dangereux. Donc, on a adapté, tu vois, au fur et à mesure. Et je pense que tu me parlais d'outils, moi, je vais parler de d'expérimentation où on ouais. a vu, bah, au fur et à mesure de ces 16 années, ah, tiens, ça marche bien, ah, tiens, ça marche pas. Pas du tout, Et ouais. ça, il y a des choses qui marchent avec un enfant, des choses qui vont marcher avec un autre. Il y en a qui vont marcher avec un enfant en nombre et puis qui vont pas marcher avec trois enfants. Je pense qu'en fait, tu peux pas faire de règles. Dans la masterclass là que j'avais prévu des théories, Mm. j'allais dire des Ouais. règles, mais je préfère utiliser le mot théorie, par tranche d'âge par rapport à ce que nous, on avait pu appliquer, en gardant bien sûr à l'esprit qu'il est impossible d'appliquer une théorie à 4 milliards d'enfants sur Terre. En fait, c'est impossible de faire Clairement. ça, étant donné que chaque enfant a son éducation, ses mémoires cellulaires, tout ce qui ramène de son passif intra-utérin, etc. Et que donc, bien sûr, on peut pas appliquer une théorie à toutes les tranches d'âge et à tous les enfants, c'est pas possible. Ouais, totalement. Totalement. Et justement, donc tu parles beaucoup de communication non violente. Comment tu définirais cette approche? Alors déjà, je conseille à tout le monde de lire le livre de Marshall Rosenberg qui s'appelle Les Ouais, mots sont des fenêtres. Je ouais. pense que c'est la base de la communication non violente. Je l'ai expliqué à mes enfants. Donc déjà, moi, j'ai lu le livre. Ensuite, je me suis formée avec plusieurs techniques et formations sur la CNV. Je pense pas qu'il y ait obligatoirement besoin de faire ces formations pour pouvoir comprendre la base de la CNV. Déjà, en lisant Mhm. le livre, je pense que tout un chacun peut arriver à saisir l'idée. Et pour ceux qui connaissent pas du tout la CNV, c'est apprendre à exprimer ses besoins. Et je me souviens, quand j'ai lu ce livre, moi, j'étais persuadée avant que si j'exprimais bien mes besoins, tout le monde était obligé de les écouter. C'était la base, tu vois. J'avais fait l'effort de l'exprimer, donc l'autre devait écouter. Puis en lisant ce livre, je vois que oh, l'autre, il a le droit de pas écouter. Ça m'a vachement frustrée. Je me suis dit, ah ouais, en fait, je peux moi faire tous les efforts du monde. Mhm. L'autre a le droit, en fait, il a son libre arbitre de pas écouter. Puis ce jour-là, en tant que parent, je me suis souvenue m'être fait la réflexion de me dire, attends, mais en fait, moi, je pose mes besoins à mes enfants quand j'ai passé une journée de travail de 11 heures de taf et que bah, j'ai la tête comme citrouille et que j'ai besoin de calme dans la maison et qu'ils sont tous en train de hurler, de tester leur niveau de décibels, tu vois. Euh, et je me rappelle leur avoir dit, j'ai besoin de calme et qu'ils me regardent et qu'ils hurlent, un de mes fils. Et me dit, ah ouais, c'est vrai qu'il a le droit de pas écouter mes besoins. Qu'est-ce que moi je vais faire, tu vois, avec cette situation? Parce qu'en Ouais, fait, c'est toujours ça. La question qui se pose, c'est, OK, ce qui est à l'extérieur, qu'est-ce que j'en fais? Je me suis dit, il y a deux choix, soit je m'énerve, chose qui est pas ni judicieuse pour lui ni pour moi, soit je découvre un truc magique qui s'appelle les boules qui ess. Donc je vis une grande partie de mon temps quand ils vivent leur vie avec des boules qui ess. Ça m'évite moi d'être irritée et eux, je comprends leur côté enfant, tu vois. Je me dis, ils vivent dans un monde d'adultes aigris qui travaillent 11 heures par jour et qui veulent pas de bruit, alors que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est vivre leur life et être heureux de jouir de leur vie et donc de priver de cette jouissance. Donc je mets des bouts de pièces. Et puis il y a les fois où en fait vraiment j'en peux plus et en fait je m'autorise à partir. Mhm. C'est-à-dire que je vais dire à mon chéri,
je vais au sport et je m'en vais. Je prends du temps pour aller sous la douche. Je ferme la porte à clé parce que on sait, parents, que quand tu as envie d'être tranquille, ils finissent par ouvrir la porte et venir te voir à la porte de la douche pour te dire, hé maman, tu peux me faire ça, 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 et que donc t'as pas de temps pour toi. Donc je pense que la CNV m'a appris, je respecte mes besoins, j'apprends aux autres à les entendre, Mhm. mais je peux pas les obliger à les respecter eux. Et que Ouais. si eux ne respectent pas mes besoins, je suis obligée moi d'y répondre. Parce que si je réponds pas à mes propres besoins, je finis par en fait être dans un état d'énervement qui va déborder à l'extérieur et qui va pas être judicieux ni pour eux ni pour moi. Nuance à apporter parce qu'il y a plein de parents qui pourraient se sentir coupables en se disant mais attends mais moi je m'énerve contre mes enfants des fois. Ouais, moi aussi. Et c'est normal, en fait. Je pense que les gens qui disent ah moi je trouve qu'il faut jamais pardon de la voix cliché mais moi je trouve qu'il faut jamais s'énerver contre ses enfants. Bizarrement, j'ai toujours vu que ces gens-là qui avaient plein de théories, ils n'avaient pas d'enfants Mm. et que en fait je pense que déjà quand on a un, tu commences à comprendre, quand on a deux, tu comprends encore plus, quand on a trois, tu comprends encore plus. Et ceux qui en ont encore plus, ben je le compatis. J'ai de la peine. Enfin, de la compassion en tout cas. Et, euh, et en fait, tu vois, c'est normal, je pense, au bout d'un moment, on est des êtres humains, faut pas oublier ce truc-là, et que ben, on est des êtres faits d'émotions, et que quand tes besoins sont pas respectés, et que bah je sais pas, je peux pas partir au sport parce que c'est l'heure où faut les doucher, faut les faire manger, etc., et que j'ai pas le choix que de pas entendre mes besoins, ne pas être, enfin que mes besoins ne soient pas respectés, et que bah, je peux pas trouver de solution pour moi respecter mes propres besoins. Oui, ça m'est énervé, ça m'est arrivé de m'énerver et en fait de leur dire par la suite, je suis désolée, en fait j'ai pas trouvé d'autres solutions, mes besoins étaient pas respectés, vous aviez besoin d'être dans l'expression de votre joie et moi dans le calme, ça jouait pas les deux sur le même tableau, et ben ça a fait conflit. Et en fait j'ai remarqué, il y a plein de gens qui pourraient avoir des théories à se dire oui, mais si tu fais ça, tu montres à tes enfants que du coup c'est bien de s'énerver. Et ben moi chez les miens, j'ai vu l'inverse où Ouais. en fait le fait de moi qui me vois m'autoriser à dire en fait mes émotions c'est ok. En fait oui des fois elles débordent, oui ça arrive. Et quand ça déborde sur les autres, bah, je demande pardon. Et attention, je ne parle pas de débordement physique. Hein. Je suis complètement contre tout débordement physique. Mm. Mais oui, ça m'arrive de crier. Et le fait que je leur explique, eh ben, ça arrive à mes enfants, des fois de crier. Ils crient, après ils s'énervent, et après ils disent, pardon, mais j'arrivais pas à exprimer autrement. Mm. Et ils vont dans leur chambre pendant le temps de se calmer, tu vois. Et je me rends compte que de les avoir, de leur avoir montré que même chez les adultes, il y avait des débordements, ça leur donnait l'opportunité que si ça arrivait, ils se sentaient pas bien. Tu vois, dans la vie de tous les jours, dehors, les enfants, c'est tout le temps chute. Chute à l'école, chute au restaurant, chute quand tu sors, chute, écoute bien les règles, Ouais. tais-toi, fais ce qu'on te dit, surtout réfléchis pas. Et du coup, en fait, ils sont toujours dans la soumission à l'ordre de l'adulte. Mm. Et leur montrer que l'adulte peut être faillible, bah, c'était leur donner l'opportunité d'être faillible à leur tour. Donc pour moi, je dis pas encore une fois que c'est la réalité, Ouais. mais à montrer de bons résultats depuis 7 ans, que ben en fait chacun a le droit d'exprimer ses émotions et qu'on est là dans la famille, dans le cercle de sécurité pour embrasser les émotions de l'autre. Ouais. Voilà. Ouais, c'est super intéressant. Il y a plein de choses dont tu parles qui font sens, qui sont en fait évidentes, tu vois, et ça me pose question aussi par rapport à aujourd'hui, on a besoin de se questionner sur des sujets qui semblent aussi évidents, tu vois, je doute qu'à une certaine époque, on était dans toutes ces questions par rapport à comment on est, comment on éduque son enfant, on utilise son expérience pour les aider, comment on dose sa voix, est-ce qu'on parle de ses émotions, etc. Il y a à la fois, tu vois, je pense, quelque chose de très beau dans notre société parce qu'on se pose beaucoup de questions, que on met beaucoup de conscience, tu vois, c'est le lien que j'ai envie évidemment qu'on fasse aussi aujourd'hui, c'est on mêle
je dirais, le rationnel à la conscience et à l'énergie et à l'intuition, parce qu'il y a aussi ça en tant que parent. Et, mais surtout, tu vois, de se dire, on se pose beaucoup de questions, peut-être, beaucoup plus que peut-être nos ancêtres. Tu vois, par rapport à, on s'étudie, on se regarde profondément de l'intérieur, on cherche des méthodes, on utilise du développement personnel, on cherche à remettre de la conscience parce que c'est notre époque qui veut ça, c'est notre ère qui veut ça, et c'est très bien. Je pense qu'il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de problème à ça, mais parfois, effectivement, je pense qu'il peut y avoir une surmentalisation ou ce qui, justement, nous empêche de fonctionner de manière simplement organique, en fait. Organique avec, comme tu dis, tu n'appelles pas tes enfants des enfants, mais des petits êtres, de fonctionner avec d'autres êtres qui sont là, qui vivent avec nous, qui vivent aussi au travers de ce qu'on leur propose. Et tu parlais de soumission aussi, de cette soumission des enfants aux parents. Je trouve ça hyper intéressant parce que effectivement, ça donne déjà quelque chose de presque très très enfermant à l'arrivée dans leur vie en fait. C'est la soumission des parents, puis la soumission de la société d'une certaine manière, puis la soumission aux règles, puis la soumission, tu vois. Et effectivement, vu comme ça peut aussi préparer un cadre d'acceptation, de soumission qu'on peut voir à différents niveaux dans la société aujourd'hui, Complètement. plus que jamais. Mais effectivement, tu vois, quelle est cette part de ce qui a été engrammé dans le subconscient de l'enfant, qui fait partie de son parcours, certes, mais quelle est cette part voilà, effectivement, de soumission, comme tu me rappelais, qui vient ensuite créer son propre parcours par rapport au reste de sa vie. C'est vrai que je pense qu'il y a des choses qui sont fondamentales voilà, qu'on peut mettre en lumière. Tu souhaitais rebondir là-dessus? Non, ça te parle aussi? Non, tu sais, depuis toujours, avant que j'ai des enfants, je me suis toujours dit, je serai jamais mère. Je pense qu'il y a des mamans qui naissent mamans. C'est genre, elles Ça a naissent, été elles mon savent cas toute leur aussi. vie. J'ai jamais pensé que je le serais et Ok. puis voilà. Ben voilà, moi non plus. Jusqu'à mes 29 ans, je voulais pas d'enfants. Tu vois, en fait, je me disais, j'ai pas la capacité. Et puis en plus, attends, ça va entraver ma liberté. Bon, bref, tout ce que tout le Ouais, monde peut imaginer. Et au moment où j'ai su que ma fille allait arriver, et qu'en fait, je me suis dit, je l'attends. Je sais pas comment t'expliquer. Je cherche le mot le plus juste où en fait, je devais être là pour elle. hmm, Je devais être cet accompagnant pour elle. Et je me suis jamais vue euh, avec cette étiquette de mère, mère gâteau, ouais, qui est toujours, tu vois, enfin, le cliché de la mère. Le cliché de la mère, tout simplement. Moi, dans ma tête, mon rôle de maman, c'était de les amener à être des adultes souverains. hmm, C'est-à-dire un adulte heureux, premier point, c'est-à-dire pas celui qui est enfermé dans un travail depuis 30 ans et qui se dit je peux pas le quitter parce que ben, je suis malheureux mais j'ai un crédit à la conso. Donc tu vois, typiquement, je me suis toujours ouais, dit, moi, mes enfants, je veux qu'ils soient en capacité de se dire, attends, mais ça, c'est pas une vie que je veux, j'en veux pas, je suis capable de rebondir. Et donc leur donner les clés de tout ça et leur donner les clés pour être autonome et responsable et souverain. C'est vraiment le mot que je trouve ouais. hyper important. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ton entreprise s'appelle Institut of De la Human souveraineté Sovereignty. numérique. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et, et tu vois, je trouve qu'il y a deux façons d'être parent. Il y a les gens qui sont parents parce qu'ils vont chercher à l'extérieur d'eux un petit être qui va combler leur déficit intérieur. Et puis il y a les parents qui ont jamais voulu être parents, à qui la parentalité s'est présentée et qui se sont dit, OK, je sais pas pourquoi cet enfant m'a choisi et je sais pas en quoi je suis un bon accompagnateur de vie, mais visiblement, si bien, c'est qu'il a décidé que je l'étais. Et je vais lui donner le meilleur de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai compris dans la vie. Mais en fait, j'attends rien de lui. Hmm. Et en fait, moi, j'attends rien de mes enfants. C'est-à-dire que demain, tu vas C'est être beau. Hmm. caissière à Carrefour, ingénieur ou prof d'équitation. En fait, je m'en fiche tant que tu es heureux. En fait, je veux que mes enfants, quand ils viennent manger le dimanche, et s'ils ont envie de venir manger le dimanche, qu'ils me disent, en fait, merci maman, je me rends compte que tu m'as donné les clés pour savoir ce qui était bon pour moi. Pour moi, c'est ça mon taf de parent. C'est de me dire, je l'aide à se connaître assez lui et à être assez dans la conscience de l'autre
pour pouvoir trouver sa place dans le monde. Mm. Pour moi, c'est ça mon travail de parent. Donc, tu vois, je me suis jamais dit, dans ce truc de société, comme tu dis, Mm. les enfants sont effectivement engrammés à tais-toi et suis ce que papa et maman veulent, ce que la maîtresse veut, ce que le boss veut, ce que ton prof d'auto-école veut, ce que le président veut, ce que le gouvernement veut, ce que l'URSSAF veut. En fait, suis ce que tout le monde veut, sauf toi. Mm. Et ça, tu vois, tu m'aurais dit, tu vas être ce genre de parent qui va juste lui permettre d'exister dans ce cadre-là. Je t'aurais dit, ouais, non. En fait, c'est pas, moi, je veux pas être ce parent où je vais limiter sa souffrance. Moi, c'est pas, pour moi, c'était pas ça le travail de parent. C'était, je veux expanser son bonheur. C'est deux choses hyper différentes. Il y en a un où tu lui permets d'être pas trop malheureux dans ce monde de souffrance. Et il y en a un où tu lui permets de faire de la limonade avec les citrons qu'il va rencontrer et se rendre compte que sa vie, c'est un champ des possibles de bonheur, tu vois. Je Mm. pense qu'il y a plusieurs manières d'aborder la parentalité. Il y en a qui vont chercher des réponses dans leur mémoire transgénérationnelle, dans plein de trucs, et puis qui vont reproduire les schémas de leurs parents ou, à contrario, faire totalement l'inverse. C'est très humain de faire ça. Je me suis vue, moi, la première où, avec ma mère, je m'étais juré que je serais pas la même mère. Puis je me suis vue avec Louisa Ross me dire, ah, et en fait, je reproduis les mêmes schémas, tu vois, Ouais. et c'est normal. Le tout, c'est de se dire, OK, est-ce que je suis au clair avec ce schéma que je suis en train Mm. de reproduire? Si la réponse est non, bah, se dire, en fait, je réajuste et je dis à mon enfant, pardon, je me suis trompée. J'ai foiré. En réagissant de cette façon-là, j'ai répété les schémas que ma mère, je m'embête, j'ai répété les schémas euh, que ma mère faisait avec moi. C'est pas ce que je veux. Je veux pas reproduire ça, donc pardon. J'ai reproduit ça parce que j'ai ça qui a été titillé à l'intérieur de moi. Donc, est-ce que tu peux m'aider afin que ce soit moins titillé? En fait, pour moi, c'est un échange de compréhension mutuelle et de coévolution. Mes enfants ne sont pas des enfants pour qui je dois faire les choses à leur place. En fait, on coévolue ensemble. J'ai jamais autant évolué que depuis que je suis parent. Donc, Ouais. en fait, c'est bien de la coévolution. On comprend des choses bah, que j'aurais jamais pu comprendre sans eux, clairement. Ouais, ouais, c'est incroyable parce qu'effectivement, il y a un avant, un après quand on est parent et pour toute expérience aussi intense et d'autant plus parce que il y a plein de choses bien évidemment, mais il y a cette prise en charge d'un petit être puisqu'on sait que dans les premières années de sa vie, il n'a que nous. Tu parlais de, je sais plus quel mot tu as employé, d'accompagnant, de gardien, je sais plus. Accompagnant de vie. Accompagnant de vie, je trouve ça super Oui. beau. Moi, je dis souvent, je suis ta protectrice, parce que tu vois, il y a ce côté, bah, les enfants ne peuvent, bon, surtout dans les, voilà, les premiers mois, les premières années, ne peuvent pas faire grand-chose seuls, donc on est vraiment hyper présent, et puis peu à peu, ils ont de plus en plus d'autonomie, bien sûr, c'est le cycle de la vie. Mais il y a cet aspect absolument génial d'accompagner un être dans son évolution et tu disais aussi dans son expansion de comment il peut expanser sa vie, son bonheur petit à petit. Et j'aime bien effectivement le parallèle que tu fais de j'essaye de faire au mieux pour que mon enfant s'adapte à cette société, etc. Ou alors je lui permets d'être dans l'expansion. Et je pense, mon approche en tout cas aussi de la parentalité, voilà, de la maternité plus en ce moment, mais oui, de lui donner toutes les cartes. Et à mon sens, c'est là où vient jouer ces notions fondamentales d'amour inconditionnel. Quand on parle d'amour inconditionnel, tu peux aussi le vivre en tant que parent et faire cette expérience, si tu le décides en tout cas. Tu peux faire cette expérience de, voilà, comme tu l'expliques très bien, d'aimer inconditionnellement, quoi qu'il arrive, de ne pas juger, et puis de vivre une parentalité en conscience, et du coup de permettre à nos enfants d'expérimenter la conscience aussi très tôt dans leur vie. Et ça, je pense que c'est une clé fondamentale, en tout cas pour moi ça l'est, une clé fondamentale de notre société actuelle. Euh, et ça, tu vois, c'est le maillon qui permet à tout d'arriver derrière. Et la conscience, encore une fois, tu parlais d'émotions tout à l'heure, de permettre à ces enfants de vivre leurs émotions, de ne pas être infaillible au niveau parent. Mais la conscience, c'est aussi ça, c'est aussi
d'accepter que les choses, voilà, sont ce qu'elles sont au niveau terrestre, au niveau de notre incarnation, au niveau de notre vie, au niveau de notre humanité, d'avoir la conscience de dire pardon, là je suis allée trop loin et de pouvoir réajuster puisque on peut aller au-delà du temps et de l'espace et se dire tout est réparable, tout est voilà, tout est modifiable en permanence. C'est pas parce qu'on a fait une erreur ou quelque chose qu'on a l'impression d'avoir tu vois pas réussi à un moment en tant que parent que tout le reste va être raté. Tout est toujours modifiable et on peut toujours rebondir. Heureusement, on apprend. Et tu parles de coévolution, on apprend. Donc finalement, tu vois, il y a tous ces aspects-là qui me semblent importants. Euh, Ce qui m'amène à, tu vois, voilà, te poser cette question aussi par rapport à ton propre parcours, parce que ton propre parcours a été teinté d'énergétique, de conscience très tôt dans ta vie en tant qu'enfant, ce qui te permet aujourd'hui de faire ton travail d'accompagnante, de thérapeute, d'énergéticienne, voilà, de pouvoir vraiment toucher cette part énergétique subtile aujourd'hui. Euh, et justement, comment tu fais, toi, le lien aujourd'hui entre cette énergétique, cette conscience et ton éducation avec tes enfants? Je peux rebondir sur un truc qu'on a dit avant Oui. d'abord. Euh, Tu vois, tu parlais d'amour inconditionnel. Je trouve que c'est important de ne pas confondre amour inconditionnel et oubli de soi pour son enfant. Je te donne un exemple qui a été qu'on m'a qu'on on a coupé des phrases de ce que j'ai dit pour le détourner. Je vais le redire pour que ce soit bien compris. Euh, Il y a des jours où mes enfants m'ont poussé à bout, comme n'importe quel parent. Et ces jours-là, à l'intérieur de moi, je sens ici que ça me tord dans mon plexus en mode, il faut que j'aille prendre ma douche, il faut que je sorte de là tout de suite, il faut que je prenne 10 minutes pour moi parce que là, je peux plus. Et, et que ton enfant, en fait, tu lui dis, écoute, je sors là de la situation, je peux plus discuter, je peux pas. Je t'aime très fort, mais là, je peux plus. La bienséance sociétale nous amènera à dire, oh là là, quel horrible parent. Il abandonne son enfant dans le doute Ouais, et avec une impression que son parent ne l'aime pas. Je tiens à préciser que je dis à chaque fois à mon enfant, je t'aime profondément, mais là, ma patience est à bout, j'y arrive plus, il faut que je prenne du recul pour pouvoir re-remplir mon sac de patience. Moi, je leur dis que j'ai des sacs de ouais, patience à l'intérieur de moi, c'est comme ça qu'ils comprennent. Et donc, je leur dis, là, il est vide. Et en fait, si je peux pas aller piocher quelque chose qui a plus. Donc, en fait, il faut que j'aille le re-remplir. Et je pense que tu vois, il y a beaucoup dans la société cet amalgame qui est fait entre amour inconditionnel. Ça n'empêche pas que mes enfants, je pense que quoi qu'ils me font, je les aimerai toute ma vie. Pour autant, euh, quand je peux plus, et souvent je me pose la question de dire, ah, vas-y, tu pourrais pas faire un petit effort de plus, rester 15 minutes de plus. À l'intérieur de moi, mon corps me dit non, non, je peux ouais. plus, je suis à bout de ce que je suis capable de supporter. Eh ben, je m'en vais. Parce qu'en fait, plutôt que de rester dans la même pièce que mon enfant et de lui faire sentir qu'en fait, il est coupable Hmm. de mon énervement, chose que font beaucoup de parents, je préfère lui dire, je gère plus moi mon énervement. Là, j'arrive plus Ouais, à le gérer. C'est pas toi la problématique, c'est moi, je sais plus gérer ouais, cette situation. Donc en fait, je préfère m'extraire, me calmer et revenir ensuite. Et ben ça aussi, ça apprend aux enfants encore une fois que tous les adultes ont une fin de patience et qu'on ne peut pas tirer sur la corde ad vitam aeternam et que eux aussi ont le droit d'avoir une fin de patience. Et que si en fait on montre à nos enfants que même quand on n'en peut plus, on continue à manger ouais, encore et ouais, ouais, encore alors qu'on est déjà arrivé à terme, on apprend quoi à nos enfants? On leur apprend, vas-y, subis alors que t'en peux plus. ouais. Donc en fait, je trouve que c'est hyper important. Euh, la société, de toute manière, est hyper culpabilisante sur à peu près tout, parce que de la culpabilité naît la peur et de la peur naît la manipulation. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. En partie, Et que ouais. donc, voilà. Et que donc, en fait, je veux pas apprendre ça à mes enfants. Je veux leur apprendre, t'as pas à te sentir coupable de te faire passer en priorité. C'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de toi. Et souvent, de toute manière, ces deux cases que l'on switch en général, ah oui, tu t'aimes un peu trop, t'es égoïste. Bah non, en fait, je peux pas t'aimer toi si je m'aime pas moi en premier. En fait, c'est ça que je veux apprendre à mes enfants. Tu peux pas répandre l'amour autour de toi, ce qui est quand même le but de l'être humain, si ton sac d'amour pour toi est vide.
Donc, en fait, apprends à respecter tes propres besoins pour pouvoir remplir ton sac d'amour et en Mm. répandre à Ouais. l'extérieur par la suite. Voilà, c'est ma petite parenthèse. Parfait. Oui, c'est effectivement très, très important et très juste de le rappeler Ouais, et ça évitera la culpabilité à beaucoup de parents, je pense. aussi. Et pour ta deuxième question, sur l'énergétique, en fait, alors je prends l'exemple de ma fille parce que c'est la première qui est arrivée. Elle m'a toujours vu soigner les gens. C'est-à-dire que j'avais mon ordinateur devant moi, je travaillais sur photo comme les magnétiseurs, et donc elle me voyait soigner les gens. Puis à chaque fois, elle me disait, qu'est-ce que tu fais? Et je disais, bah, je soigne les gens. Mais ils sont pas là. Non, ils sont pas là. Alors j'ai été obligée de lui expliquer l'énergétique, le fait que en fait l'énergie, il n'y a pas de limite. Je lui ai donné l'exemple de l'électricité. Je lui ai dit, tu la vois pas, pourtant elle existe. Bah, c'est exactement la même chose pour l'énergie. Et en fait, on lui a fait tester sur des trucs, elle, où elle testait avec ses mains, où elle avait mal à la tête, ou tu vois un petit bobo quelque part. Je lui disais, ben écoute, tu mets ta main, tu visualises l'énergie de ton cœur qui passe par ta main et que tu te soignes. Et en fait, on leur a appris ça, aussi bien à elle qu'à mes fils par la suite, depuis qu'ils sont petits, en fait, où en fait l'énergie n'est pas un sujet tabou Oui. et que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui s'autorisent pas à parler de ça parce qu'ils ont peur de et si mon enfant raconte ça à l'école, c'est bon, je vais avoir tout plein de gens à mes fesses qui vont dire que c'est pas normal. Je pense que on peut pas éduquer son enfant avec ce qu'on pense être juste si on est dans la peur. Si aujourd'hui, moi, j'étais dans la peur, comme je t'ai dit en off tout à l'heure, si j'avais peur, Mm. il y a plein de choses que, en fait, je ferais pas. Bien sûr, Et aujourd'hui, je on serait m'autorise freiné par tellement de choses, évidemment. complètement, complètement. Et aujourd'hui, en fait, je me pose pas la question de peur, je me pose la question de justesse. Est-ce que je veux que mon enfant ait conscience que tout est énergie? Et ça veut dire que l'enfant va grandir avec cette conscience que, en fait, euh, la loi de l'attraction, tu attires à toi ce que t'es. Si dès le départ il a conscience de l'énergie, ça veut dire que dès le départ il peut avoir conscience de tout ça et que donc en fait l'ensemble de sa vie va être calqué sur un champ des possibles qui va être tellement plus vaste qu'un parent qui se sera pas autorisé à parler de ses propres croyances. Et moi, je leur dis bien, ça marche pour moi. T'es pas du tout obligé de croire ou quoi que ce soit. Je lui dis, tu testes et tu vois. Hier Mm. soir, tu vois, on avait un livre dont je ne saurais plus te donner le titre, qui parle de manifester les choses Ok, dans la matière. ouais. C'est une abonnée d'ailleurs qui me l'a envoyé et j'ai complètement oublié de la remercier. Il faut absolument que je le fasse. Et très intéressant, ça dit que bah, pour manifester, il faut visualiser ce que tu veux, que tu ressens que tu y es déjà, etc. Donc je leur explique ça. Et ma fille, je lui dis vas-y, ferme les yeux. Toi, tu as envie de travailler avec les chevaux, donc ferme les yeux, visualise-toi en train de travailler avec les chevaux. Elle ferme les yeux, elle me dit j'en ai marre, j'y arrive pas, je vois rien dans ma tête. Et tu vois, j'aurais pu lui dire, bon ben lâche l'affaire, écoute, c'est pas grave, ou m'énerver ou quoi que ce soit. Je lui dis, écoute, c'est pas grave si tu vois rien, c'est pas quelque chose, va pas te flageller parce que moi je vois. Te dire que toi tu vois pas, bah c'est pas bien ou quoi que ce soit, parce que l'enfant a toujours Mm. tendance à se comparer à son parent, c'est la figure Mm. d'autorité et de vérité. Du coup, je lui dis, c'est pas grave, tu vas réessayer, je vais t'aider, on va essayer. Au début, elle n'arrivait pas à se visualiser avec la scène des chevaux et tout, c'était trop compliqué, tu vois. Je lui dis, pense à une banane. Est-ce que tu arrives à visualiser la banane? Je mettais les yeux fermés, elle me dit, oui, je la vois. Je lui dis, est-ce que tu arrives à la sentir, l'odeur, la texture? Elle me dit, non. Et elle se réénerve. Je lui dis, c'est pas grave, on réessayera demain. Tu vois, en fait, je pense qu'il y a un moyen d'amener les choses Mm. où c'est un jeu, c'est Ouais. quelque chose qui est agréable et un moment de partage et pas une obligation, pas c'est pas parce que moi j'y arrive que tu es obligé de le faire. Si tu n'y arrives pas, bah c'est pas bien, bah pas du tout. Il y a vraiment ce truc de tu prends ton temps et si un jour tu n'as plus envie et que tu me dis moi la visualisation je veux plus en entendre parler, ben écoute grand bien te fasse. En fait comme tous les autres adultes, tu vois Mm. pour moi mes Ouais. enfants des adultes en devenir. Je vais pas aller flageller un adulte qui me dit ah non mais moi la visualisation non merci. Bon ok bah non merci bah vas-y moi je visualise dans mon coin tu veux pas visualiser visualise pas. En fait je te propose tu disposes. Oui, Voilà c'est ça, c'est ça. moi comme ça. Ouais, c'est super, super intéressant, ouais. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre comme conseil avant d'être maman et de plonger dans la parentalité?
Enfin, ce que tu peux avec ce que tu as. Ouais. Je pense que, tu sais, il y a plein de parents qui se disent, ouais, moi, je serai comme ça, je ferai pas ça, je vais arriver à faire ça, et qui, quand ils y arrivent pas, ils se flagellent. Moi, la première, je me rappelle, j'arrivais pas à allaiter. Dans ma tête, je m'étais Mm. dit, je vais allaiter, ma fille, jusqu'à ce qu'elle ait 1 an, elle sera allaitée. Et puis, ça marchait pas, j'avais pas assez de lait, bref, ça foirait, Mm. ça marchait pas. En plus, au Cambodge, j'avais pas de conseiller en lactation, ce que tu veux. Donc, j'ai pas pu avoir un encadrement qui m'a permis. Et je me suis flagellée de ce truc-là, de me dire, je suis pas une bonne maman, je Mm. suis même pas capable de la nourrir correctement. Enfin bref, tous les trucs, Ouais. les nouveaux parents, tu dois connaître ça avec ta fille de 4 mois où tu as la descente hormonale, que déjà t'es pas bien dans ton corps, t'es pas bien dans ta tête. En plus, tu dors pas la nuit. Bref, c'est pas la meilleure Ouais. période de ta vie. Et, euh, et je me rappelle m'être vraiment dit, sachant qu'en plus j'avais pas ma mère, donc j'avais pas d'adulte femme pour me conseiller, tu Ouais. vois, de m'être sentie tellement seule. Mm. Et j'aurais aimé qu'on me dise, en fait, fais de ton mieux. Et de ton mieux, ça sera forcément ce qu'il y a de plus juste pour ton enfant. C'est ça. Ouais. Donc j'aurais aimé qu'on me dise ça et j'aurais aimé connaître cette phrase à l'époque. Mm. Ouais, c'est très touchant, je trouve, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui me marque aussi. Tu parles du manque de présence féminine. Euh, il y a quelque chose, et on terminera bientôt parce qu'on, c'est vrai qu'on parle déjà depuis un certain temps, mais il y a ce côté aussi, tu sais, à d'autres époques, on avait aussi vraiment cette présence familiale des femmes. Et Vraiment. cette solitude dont tu parles, je pense qu'elle est très liée à notre époque et notre société encore, bien sûr. Je lisais ça d'ailleurs récemment, où avant on faisait une étude par rapport à finalement une femme qui accouchait peut-être dans les années 1920, même avant. Il y avait cet aspect voilà, très famille, très cellule familiale, la grand-mère, la mère. Il y avait cet héritage qui était passé, tu vois, de femme en femme, de conseils, etc. Ce qui, à mon avis, est en train de revenir aujourd'hui un peu plus, ou en tout cas, peut-être pas forcément dans la famille, mais en tout cas d'accompagnement de femmes qui peuvent être là quand on a besoin, etc. En tant que femme, parent, bien sûr, futur parent. Ouais, il y a cet aspect-là tu vois, qui me marquait dans ce que tu disais. Et après, je te rejoins complètement sur l'idée de on est les parents parfaits pour nos enfants, en fait. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand à l'œuvre qui nous permet de vivre exactement l'expérience qu'on doit vivre pour nous comme pour eux. Et tu parlais beaucoup de culpabilité. C'est quelque chose qui peut aussi énormément nuire à notre foyer et à notre parentalité, en fait. C'est Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu vois, ce matin, c'est pour ça que je pense que la culpabilité, je l'ai eu un temps. Et aujourd'hui, plus du tout. Parce qu'en fait, ça m'arrive, hein, tu vois, le soir, quand je me suis énervée, de me dire, ah, est-ce que j'aurais pas pu faire autrement? Puis si je me questionne vraiment, je me dis, bah non, j'ai donné le maximum de ce que j'étais en capacité de donner. Donc, non, je vois pas comment j'aurais pu faire autrement. Et, euh, et aujourd'hui, tu vois, j'ai eu une discussion avec ma fille ce matin, juste avant que on les amène à l'école, où en fait, mon père m'a envoyé un vocal qui m'a fait pleurer. Et je pleurais devant ma fille, et elle me dit, pourquoi tu pleures? Et je lui dis, parce que papy, il m'a dit un truc que ça fait 37 ans que j'attends qu'il me le dise, et il me l'a dit aujourd'hui. Et il m'a dit qu'il était fier de moi. Et je lui dis, tu vois, c'est pour ça que toi, je te répète tous les jours que je suis fière de toi, parce que je veux pas que tu attendes 35 ans avant que tu l'entendes, et que je veux que tu conscientises qu'en fait, je suis là sans être trop là. Tu vois, c'est le fond de la discussion qu'on a eue. Tu parles de soutien en tant que femme ou en tant que parent pour nos enfants et puis dans la cellule familiale. Mes enfants, moi, je leur rappelle que s'ils ont besoin, je serai toujours là, mais que c'est eux qui doivent venir me chercher. C'est-à-dire que je veux pas être cette mère étouffante. C'est pour ça que je ouais, te dis, je sais pas si je te l'avais dit en off ou quoi, s'ils viennent manger le dimanche, s'ils en ont envie. ouais. En fait, je suis présente s'ils ont envie. Je suis l'appui le jour où ils ont besoin de s'appuyer sur quelqu'un. Mais en fait, je suis pas là pour leur éviter l'expérience. Je suis pas là pour leur éviter la souffrance. En fait, la souffrance, on le voit bien dans notre vie d'adulte.
Je veux dire, si on n'avait pas été sorti de notre zone de confort par la souffrance, probablement qu'on n'aurait pas appris tout ce qu'on avait à apprendre jusqu'à Complètement. présent. Et du coup, bah voilà, je leur dis tout le temps, en fait, j'ai plus de culpabilité parce que je sais que je donne le maximum de ce que je suis et qu'en fait, je suis présente quand ils en ont besoin et pas d'office pour eux. En fait, je suis là uniquement s'ils me demandent. Hmm. Et je trouve que c'est ça qui est hyper important. C'est pas, tu sais, c'est un peu comme le conseil non voulu. Tu Ouais. vois, les gens qui vont te donner leur avis alors que t'en veux pas, c'est pas bienveillant. Bah, pour moi, être un parent qui est toujours en train d'éviter l'expérience à son avant, en son enfant, en lui disant, fais pas ci, fais pas ça, ne va pas ici. Et ben, en fait, tu l'empêches d'être et de découvrir par lui-même. Et pour moi, c'est mon point de vue, encore une fois. Mais, je me base toujours sur mon propre ressenti. Moi, je veux pas qu'on me donne des conseils sur des trucs où en fait j'ai envie de faire ma propre expérience, et ben en fait je fais pareil pour mes Hmm. enfants. Tu vois, Ouais. je leur dis, je vais les prévenir, genre mets pas la main sur la porte du four, ça brûle. Maintenant, ben s'ils vont à côté du four et qu'ils s'approchent, je vais pas les laisser se cramer la main dessus, mais je vais leur tenir la main, l'approcher et leur dire, tu vois, c'est chaud. Je vais pas en fait leur empêcher de Ouais. s'approcher à cause de ma peur à moi, tu Bien vois. sûr. En Ouais. fait, je trouve que l'expérience, on apprend par l'erreur. Et si tu évites l'erreur à ton enfant, il peut pas apprendre. Donc, en fait, c'est important d'être un soutien invisible. Tu vois? Hmm. Hmm. Je le vois comme ça. J'aime beaucoup l'image. Qu'est-ce que tu dirais aux parents, aux jeunes parents aujourd'hui pour les soutenir, pour leur donner des billes? De travailler leur propre peur. Parce que je pense qu'on peut pas être un parent, euh, un accompagnateur sain si on projette nos propres peurs sur nos enfants. Je pense que c'est hyper important. Attention, hein, je dis pas qu'on fait pas de rechute. Ça m'arrive, moi, de projeter mes peurs sur mes enfants, mais je m'entends en parler, je m'entends le faire et je Hmm. leur dis, attendez, j'efface, je reviens en arrière sur ce que je viens de dire. Et en fait, pardon, c'était ma peur. En fait, je vous ai dit ça parce que j'ai peur d'eux. Donc, je leur dis que j'ai des peurs. Et je pense que pour être un accompagnateur au plus sain, effectivement, l'idée, ben, on peut pas être. C'est l'abbé Pierre qui a dit, il faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Donc, bien Ouais. sûr, voilà, c'est pas possible d'être parfait, mais d'essayer un maximum au moins de s'observer et de voir qui parle. Quand je suis en train de parler à mon enfant, est-ce que c'est peur qui est en train de lui parler, ou est-ce que c'est amour qui a envie que ma Hmm. petite personne que j'accompagne soit souveraine plus tard. Parfait. Merci beaucoup, Johanna. Pour Avec te plaisir. retrouver, de toute façon, c'est toujours via tes réseaux, sur YouTube, sur Instagram, Johanna Awakening, et voilà, sur toutes les autres plateformes sur lesquelles tu es. Merci C'est ça. infiniment. Merci à toi.